Nous allons donc continuer sur le stand Océan Plus par une présentation sur une nouvelle technique de photographie aérienne par cerf-volant avec une expérimentation dans les aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest qui va nous être faite par Simon Nancy et Marion Broker. Bonne présentation, merci beaucoup. Merci. Donc, nous sommes en haut, la petite structure en haut, c'est nous. Nous sommes basés en Mauritanie, à Nouakchott, et on travaille essentiellement en Afrique de l'Ouest et principalement sur les aires protégées. Notre technique, donc, c'est la photographie aérienne par cerf-volant. Et le cœur de notre travail, c'est l'image et la communication territoriale. Il s'agit en fait de proposer des solutions alternatives aux aires protégées pour répondre à leurs besoins en images aériennes, que ce soit pour la gestion ou pour la communication. La vision de notre structure à terme, c'est de faciliter l'accès à l'image aérienne pour les gestionnaires de sites, d'aires protégées en particulier, parce que l'image aérienne est utilisée ici en Europe systématiquement quand il s'agit d'aménager le territoire. Et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ailleurs, même avec d'autres moyens. Ensuite, notre but est aussi de valoriser les territoires et valoriser des aires protégées, leur faire des outils de communication de qualité, c'est aussi une manière de garantir leur protection à terme. Et puis, transmettre notre savoir-faire, c'est-à-dire former les acteurs locaux pour qu'ils deviennent autonomes dans la manipulation de ces outils et dans la production d'images aériennes pour la gestion de leur territoire. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont assisté hier à la démonstration ici. C'est une des images que nous avons réalisées du pharo. Et d'ailleurs, on voudrait remercier l'organisation d'Impact qui nous a permis de faire cette démonstration sans trop savoir à quoi s'attendre sur la technique. Et qui nous permet en plus de nous exprimer aujourd'hui. On va détailler quelques applications qu'on a eu l'occasion d'expérimenter dans les aires protégées. Et donc, je vais passer la parole à Simon. Alors effectivement, notre démarche, c'est d'essayer d'identifier les besoins en images aériennes avec cet outil privilégié qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la photo aérienne par cerf-volant. Peut-être que demain, ce sera le drone. Mais notre démarche, elle est vraiment dans la démocratisation de l'accès à l'image aérienne. Cette technique, c'est un outil d'acquisition innovant, écologique, efficace et c'est facile à mettre en œuvre. Alors, on a défini deux grands domaines d'application. D'abord, les suivis et analyses, avec des suivis écologiques, les pratiques ou usages du territoire, un travail sur la vulnérabilité des territoires, et des applications en archéologie également. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus innovante, on propose avec cette technique de développer des outils de communication territoriale, un travail sur le patrimoine paysager, la concertation territoriale et la sensibilisation et notamment de l'éducation environnementale. Alors, premier exemple, avec un suivi écologique réalisé dans le parc national du Diaoling en Mauritanie, où nous avons été sollicités pour faire un inventaire en images des mangroves. Alors cet état des lieux, il était réalisé non pas avec des images verticales, mais avec des images obliques, qui renseignent assez bien sur la nature et l'état de santé de ces mangroves. À droite, en bas, une image réalisée avec le cerf-volant. En haut, une image réalisée avec, prise sur Google Earth. Alors, il y a un hyperlien qui est sur l'image qu'on devait pouvoir activer. Voilà. Donc, un petit peu en dessous. Petit outil qu'on a voulu mettre en place. Voilà, merci. Donc, l'image de 2011 en dessous. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Un peu à gauche. Non, donc ça, c'est 2004 et 2011. On voit clairement qu'il y a une nette reprise de la mangrove. Et cette image, elle a été... voilà, là, voilà. Ça, c'est... On voit que
la mangrove est revenue sur ce bras de manière naturelle. Cet exemple, il consiste à montrer que l'exploitation de l'image aérienne, il ne passe pas forcément systématiquement par du SIG. Il peut être aussi utilisé dans de la vulgarisation des enjeux, comme cette petite application faite à partir de Google Earth. Voilà, on peut revenir. Merci. Autre suivi écologique, avec un dénombrement de nids de spatules réalisé sur l'île de Toufat, dans le parc national du Ban d'Arguin en Mauritanie. L'île de Toufat qu'on voit à gauche, et ici vous avez une image qui normalement est en meilleure définition. L'intérêt de la technique ici, c'était qu'on pouvait dénombrer de manière très très fine les nids. On pouvait même, dans certains cas, compter le nombre d'œufs à l'intérieur. Mais surtout, on pouvait faire la différence entre les aigrettes, les aigrettes qui nichaient en même temps que les spatules. On a pu donc réaliser un inventaire très fin. On continue avec un exemple sur le Ban d'Arguin, et toujours avec cette espèce emblématique des spatules, sur le suivi de l'habitat cette fois, avec une colonie de spatules, sur l'île de Ner. L'île de Ner, c'est une île qui est très sensible actuellement, qui est régulièrement inondée. Elle est très sensible à la montée du niveau marin. Et le parc a engagé un certain nombre de mesures pour tenter de lutter contre l'érosion. Les survols réguliers qu'on a réalisés depuis 2008 permettent de suivre un petit peu l'efficacité de cette technique, ainsi que l'installation de plateformes de nidification que vous voyez ici. On doit avoir, je pense aujourd'hui, on en est à une dizaine de sessions de vol depuis 2008. Alors en Guinée-Bissau, nous menons depuis bientôt une année un projet avec l'IBAP, l'Institut de la biosphère et des aires de biodiversité et des aires protégées. Je vais passer la parole à Aïssa Regala, qui va nous commenter ce cas d'étude. Oui, bonjour à tous. Je suis la responsable de suivi des espèces et des habitats de l'IBAP. Et nous étions très intéressés pour avoir un outil facile pour nous aider dans le dénombrement de la population d'hippopotames de l'archipel des Bijagos et spécifiquement du parc national d'Orango. Alors, pourquoi la population d'Orango? Parce que c'est une espèce emblématique en Guinée-Bissau, tant dans la culture comme aussi elle est utilisée beaucoup pour l'écotourisme. C'est une espèce particulière parce que il est très curieux parce que c'est une population qui utilise le milieu marin. Normalement, le nom scientifique c'est Hippopotamus amphibus. Normalement, ils vivent dans l'eau douce, mais cette population en Guinée-Bissau a la particularité de passer beaucoup plus de temps dans le milieu marin. Et aussi, c'est une espèce qui est dans la liste rouge de l'UICN comme vulnérable. Et enfin, c'est une espèce qui cause beaucoup de dégâts parce qu'il y a toujours des conflits qu'on doit résoudre entre la population et les hippopotames parce qu'ils rentrent dans les rizières, ils mangent pratiquement tout le riz de la population. Alors il faut qu'on connaisse clairement quel est le nombre des individus que nous avons dans les différentes îles du parc national d'Orango. Et le comptage est très difficile parce que c'est une population aussi très agressive. Alors, cet instrument nous a aidés. Ça, c'est dans une seule mission. Ici, c'est la lagune de Kanikusa. Normalement, dans la saison sèche, tous les hippopotames viennent se rassembler dans cette lagune. Parce qu'après, quand on rentre dans la saison sèche, ils retournent dans la mer. Alors, c'est dans cette saison qu'on a la possibilité de compter cette population. Alors, ici, on a une vue verticale de la lagune. Et cet instrument nous a permis de compter, de dénombrer 19 individus d'hippopotames dans la seule lagune. Et après, il nous permet même de pouvoir identifier les juvéniles. Ça veut dire de voir quelle est la dynamique de cette population. En plus, on a eu aussi le bonus de compter les crocodiles.
Alors, ça nous a permis de suivre la biodiversité, tout simplement. Merci. Merci, Aïssa. Autre application développée à travers le suivi des pratiques du territoire ou des usages. Ici, nous sommes dans le parc national des forêts de Cantagnès, qui est composé de plusieurs massifs de forêts, parmi les plus riches en termes de biodiversité de la Guinée-Bissau. Ces petits massifs sont très difficiles à suivre. Et ici, l'objectif était de contribuer à, dans certains endroits, dans des zones bien ciblées, de faire des images pour avoir un état de santé de certains de ces massifs. Ici, vous voyez une partie très préservée au premier plan, et derrière, une zone qui a été défrichée. Et en se renseignant sur place, on s'est aperçu qu'elle avait été défrichée plusieurs fois. Est-ce que la forêt pourra reprendre derrière? C'est la question. Pour rester dans des applications qui restent assez techniques, à gauche, une image d'un village dans le Banc d'Arguin, le village de Rgaïba, que nous avons suivi aussi de manière assez régulière. Le suivi de l'évolution d'un village, ça permet, s'il est couplé avec des enquêtes et un suivi socio-économique, de donner des renseignements très importants sur le diagnostic socio-économique d'un lieu et sa tendance, son évolution. De manière un peu plus approfondie, nous avions réalisé une étude d'impact sur un programme d'urbanisme à Nouakchott en 2008 où il y avait de grosses lacunes en images aériennes. On a été mandaté pour réaliser ces images-là qui ont été comparées avec les images de 2000 puis associées à des enquêtes sur ces petits îlots urbains. Les résultats ont permis de faire des synthèses en cartes très très précises sur l'impact de ce programme d'urbanisme. Parmi les applications les plus reconnues et les plus connues de cet outil du CAP sont les applications en archéologie. Nous avions été mandatés pour faire des images aériennes d'un site situé au nord du Banc d'Arguin, sur la presqu'île de Tintane, où récemment ont été identifiés des barrages à poissons du néolithique. Et en prenant des images en Guinée-Bissau, pendant une mission sur les îles de l'AMP communautaire des îles d'Ouroc, ici l'île de Formosa, on a bien vu ressortir des structures similaires, immergées, qui intéressent actuellement beaucoup de gens. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que c'est utilisé? Pourquoi elles sont à telle profondeur? Nous, notre outil, il a permis d'identifier les zones où il y en avait un certain nombre. Le village de Katchek est situé dans l'aire marine protégée de Tristao, en Guinée-Conakry. C'est un campement de pêcheurs qui a énormément grandi en une dizaine d'années. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc ça doit être à peu près ça. Et ce village est soumis à une très très forte pression démographique et il est régulièrement inondé lors des grands coefficients, comme on voit sur l'image de droite. Ici, un autre exemple en Guinée-Bissau. Donc, je vais de nouveau solliciter Aïssa pour qu'elle nous parle de l'île de Poilan. Oui, l'île de Poilan, il fait partie aussi du parc national marin Janvière de Poilan. C'est le troisième site, non, c'est le premier site au niveau de l'Atlantique, non, de la côte ouest africaine, de la ponte des Tortues Vertes, le Chelonia midas. Et aussi, c'est le troisième site au niveau mondial pour cette même espèce. Au niveau de l'Atlantique, je m'excuse. Alors, ces petits îlots, on fait des campagnes de suivi annuelles. Et on voit qu'avec les changements climatiques, la montée de l'eau, on est en train de voir que la plage est en train... la superficie de la
de la plage est en train de diminuer. Et ça pose un grand problème parce qu'il y a des années où on reçoit un nombre extrêmement élevé d'individus de tortues qui viennent pondre dans cette plage. Alors, cette image aérienne, couplée avec des images qu'on prend sur le sol et des travaux qu'on prend sur le sol, nous permet de voir la dynamique comment on dit ça, sédimentaire de cette île. Tout ça a couplé au changement climatique, je pense. Merci. Merci. Alors, je vais juste dire un mot en plus sur le projet Oyo des Papagayos, où nous avons formé une équipe de l'IBAP à l'utilisation de cette technique dans plusieurs aires marines protégées, à chaque fois un groupe différent de personnes, et aussi une personne qui a suivi. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, parce qu'une des particularités de cette technique-là, c'est qu'on est à la fois au sol, et on fait aussi des images aériennes. Donc, on peut parler avec les gens, on peut impliquer les gens dans le suivi des paysages, dans le suivi du territoire. Merci. Donc, comme vient de le souligner Simon, un des avantages, tout à l'heure, on vous montrera le matériel avec un peu plus de précision, donc ça sera plus facile à comprendre. Mais on peut être sur le terrain avec à la fois les agents du parc, à la fois des gens qui sont issus des populations, parfois même des experts, qui vont nous aider à identifier et illustrer les problématiques du territoire. Ici, sur l'archipel de Tristao, en Guinée-Conakry, ce qui intéressait les gens, c'était d'illustrer ensemble les problématiques, les enjeux, les menaces de leur territoire, pour avoir des outils de communication qui leur permettent d'accompagner la mise en place d'un plan de gestion. C'est les affiches qu'on voit ici. Là, sur Palmarin, au Sénégal, c'est un peu la même démarche, sauf qu'en plus, ça nous a permis, on a passé pas mal de temps là-bas, et ça nous a permis de réaliser une typologie des paysages emblématiques du territoire. Et j'en profite pour souligner que le suivi des paysages peut être aussi une manière d'avoir des indicateurs sur la santé et l'intégrité des territoires. Vas-y, s'il te plaît. À Bolol, toujours dans une démarche de concertation territoriale, on a eu l'opportunité de revenir sur le terrain, ce qui nous a permis d'imprimer les images et d'aller discuter directement les résultats. Enfin, nous, non, mais les agents de l'IBAP et les agents de l'aire protégée de Cachéou ont discuté avec les villageois leurs problèmes d'inondation. On voit sur la photo que c'est un territoire qui est soumis à la montée du niveau marin et qui souffre d'inondations fréquentes. Les gens sont en train de délaisser certaines de leurs activités traditionnelles à cause de ces phénomènes. Voilà un exemple de rephotographie qui est un produit assez simple à obtenir avec la photographie aérienne par cerf-volant. Et j'ajoute juste que dans ce cas, l'analyse de ces deux images a permis de comprendre de manière très très fine le foncier sur ces portions de rizières qui sont autour du village. Lors du premier vol, nous on pensait qu'une des parcelles était abandonnée. En réalité, en revenant en février 2013, on s'est aperçu qu'il venait juste de la mettre en culture parce que son ancien propriétaire était mort et que les gens s'étaient mis ensemble pour remettre en culture, mais seulement une partie du champ. On va vous expliquer, vous montrer un peu la technique. Voilà. On va commencer par cette photo. C'est une prise de vue de San Francisco réalisée en 1906, juste après le tremblement de terre. Et donc c'est une photo qui a été faite avec un cerf-volant. C'est même un panoramique, donc il y avait probablement 3 chambres noires en l'air. Et je ne suis pas sûre, mais je suppose que le déclenchement, c'était avec une mèche.
Donc, tout ça pour souligner le fait que nous, on n'a rien inventé. C'est une technique qui est utilisée depuis 1889 à des fins de loisirs souvent, mais parfois de manière professionnelle, notamment en archéologie, où ça s'utilise depuis assez longtemps. Et le seul aspect peut-être qu'on a trouvé d'assez innovant dans le cadre de notre travail, c'est de chercher à mettre cet outil au service des aires protégées. Donc je vais vous montrer le matériel. Bon, pendant que Marion prépare la nacelle et le retour vidéo, la technique, vous pouvez voir sur ces photos, elle est assez simple. Quelques personnes étaient avec nous hier. On envoie un cerf-volant dans le ciel, un cerf-volant monophile, un cerf-volant comme celui-là, ou encore d'autres modèles, qu'on choisit en fonction de la force du vent et de ce qu'on souhaite prendre comme image. Certains cerfs-volants montent très droit, d'autres permettent, avec leur angle de ligne, d'aller chercher des images un petit peu loin. Par exemple, c'est le cas des images réalisées sur les hippopotames. Donc c'est relativement simple, ces cerfs-volants. Ils sont achetés dans le commerce. Ça se trouve assez facilement, sauf celui-là, qui vient de Nouvelle-Zélande, que les gens utilisent pour pêcher. On a une bobine avec un fil d'environ 300 mètres. On n'est jamais allé plus haut, mais ce serait tout à fait possible. Voilà, c'est assez rudimentaire. Et puis pour le système nacelle télécommande, je laisse Marion. Voilà, la nacelle est fixée directement sur le fil. Elle ne monte pas, hein, elle est fixée sur le fil. Et la personne qui tient le cerf-volant va lâcher du fil ou ramener du fil. C'est tout ce qu'on peut faire pour piloter ces cerfs-volants. Et donc la nacelle, elle est articulée. Elle est articulée on peut aller vers le haut, vers le bas, et tourner. L'image est renvoyée ici, sur un écran de contrôle. Et la prise de vue est déclenchée d'ici aussi. C'est un système qui passe par les ondes radio et qui permet donc de pouvoir tout contrôler depuis le sol et surtout de partager la prise de vue avec des gens qui seraient à nos côtés au sol. On pourrait même envisager de travailler avec des écrans qui sont plus grands. Ou on peut même envisager aussi d'avoir plusieurs écrans pour les mettre entre les mains de différentes personnes. Je crois que c'est tout pour la technique. On a une autonomie, on a des batteries qui permettent une autonomie d'à peu près 2 heures. On peut laisser le cerf-volant en l'air pendant 2 heures, se déplacer avec. C'est comme ça qu'on cible, c'est comme ça qu'on vise. Hein. Il n'y a pas de zoom. Et comme le cerf-volant n'est pas pilotable comme les cerfs-volants qui ont plusieurs lignes, on se déplace avec le matériel, on contrôle, on cible, on réalise les prises de vue, on partage avec les gens. Voilà pour la technique. Alors bien sûr, il y a des limites. Il y a des limites à cette technique. C'est pas tant une limite dans la force du vent, puisque on peut, avec ce cerf-volant-là, voler jusqu'à 40 nœuds de vent, ce qu'on n'a jamais fait, mais c'est plutôt les vents rafaleux ou l'absence de vent total. Mais sinon, ça nécessite finalement 3 domaines de compétences. Un minimum de connaissances en photographie et manipuler un cerf-volant. Alors en Afrique de l'Ouest, comme dans beaucoup de pays dans le monde, le cerf-volant c'est aussi un jouet, c'est quelque chose que les gens connaissent et utilisent. Donc la première chose que les gens font, ce qui nous a frappé directement, c'est que ça fait sourire les gens. On sort les cerfs-volants et il y a une adhésion à travers cet outil qui est quand même ludique à la base. Ce qui est quand même un avantage quand on veut parler de concertation territoriale, quand on veut parler de problématiques de gestion. On commence avec du dialogue et avec souvent pas mal de rigolades sur le terrain.
d'autres images des cerfs-volants qu'on utilise. En Guinée-Bissau, on a, que ce soit pour la nacelle ou pour les cerfs-volants, on a eu le temps de faire réellement un cahier des charges adapté au terrain bissau-guinéen. Donc travailler avec beaucoup de possibilités de capacité en énergie. On peut être sur le terrain pendant 3 ou 4 jours sans recharger les batteries, mais on peut continuer à travailler en volant peut-être 3 ou 4 heures par jour. Et de la même manière, on a eu le temps de voir quels étaient les cerfs-volants avec lesquels les gens étaient les plus à l'aise. La manipulation du cerf-volant, ce qui est intéressant, c'est que souvent on s'est aperçu que ceux qui connaissaient, qui comprenaient le mieux, ce sont les pêcheurs. La maîtrise du vent, la maîtrise des marées, la maîtrise de la compréhension de l'espace et la compréhension du territoire, c'est avant tout les qualités qu'il faut pour envoyer un cerf-volant en l'air. Et donc, une des choses intéressantes, c'est qu'on implique les gens à plusieurs niveaux dans la gestion d'une aire protégée. Avec l'IBAP, autant les suivis écologiques que les techniciens, que les acteurs, que les pêcheurs. Nous allons maintenant aborder un autre domaine qui est au cœur de notre travail, qui consiste à communiquer sur les territoires. Communiquer sur les territoires, en Afrique de l'Ouest, ça prend une importance peut-être un peu différente, je m'en rends compte avec les discussions et les exemples qu'on a pu voir ici. Communiquer sur le territoire, c'est les valoriser, et les valoriser, c'est les protéger face aux pressions qui sont conséquentes en Afrique de l'Ouest. Ici, c'est un exemple d'un travail que nous avons réalisé avec la FIBA, qui est un atlas des paysages, qui partait de la lecture de paysages, donc souvent de photographies réalisées sur les terrains avec eux, qui ont été traduits, mis en parole par les acteurs du territoire. On reçoit chacun le paysage à travers notre culture, et c'est ces échanges-là qui nous permettent de nous retrouver autour des enjeux de la biodiversité, des enjeux de l'environnement. Donc c'est un livre qui a été fait à partir des images aériennes. Les images aériennes ont été réutilisées également pour les traduire en bloc diagramme afin d'épurer le discours, afin d'épurer le langage qu'on voulait et le message qu'on voulait porter autour de cette petite typologie très subjective des paysages. Et maintenant, on va continuer avec un petit diaporama de certaines images réalisées en Afrique de l'Ouest. Nous avons volontairement mélangé des images de différentes aires protégées, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. On passe.
Merci. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps, s'il y a d'éventuelles questions. Non, allô, bonjour. Oui. C'est une question juste, vous n'avez pas parlé du coût, le coût global de tout l'équipement. Alors, pour un jeu de matériel avec plusieurs cerfs-volants pour pouvoir couvrir un peu toutes les plages de vent, avec 3 500 € incluant un appareil photo, on peut avoir un matériel complet de bonne qualité. À peu près, hein, c'est une estimation. Largement même. D'autres questions? Moi, j'aurais aimé connaître les vitesses de vent minimum et maximum, à peu près, pour ce type d'utilisation. On peut décoller à partir de 6-7 nœuds et on peut voler théoriquement jusqu'à 40 nœuds, mais on a déjà volé jusqu'à 33-34 nœuds avec des rafales. Il y a un autre aspect technique, c'est que quand le vent est instable, on met une queue. Donc tout le monde pense que c'est pour faire joli, mais c'est que ça stabilise énormément. Et après, quand il y a beaucoup de vent, justement, ça ne fait pas un peu vibrer au niveau de l'appareil photo, comment ça... Si, mais la vitesse de prise de vue est rapide. On utilise de préférence des appareils avec des... nous, on utilise des focales fixes, ici en 28 mm, avec depuis peu des capteurs qui sont excellents. Donc on peut travailler aussi en basse lumière en montant dans les ISO, voilà, pour des points un peu techniques. C'est vrai que c'est un peu angoissant de faire voler sur un cerf-volant. Enfin, pour les professionnels du cerf-volant, sûrement pas, mais moi qui n'en suis pas un, par exemple. L'apprentissage pour maîtriser un petit peu, j'imagine qu'on fait ça avec un matériel pour de faux, quoi, avant d'accrocher le vrai. Quel temps d'apprentissage il faut, on va dire, pour quelqu'un qui se lance là-dedans? L'utilisation des cerfs-volants monophiles, c'est vraiment très simple. C'est surtout la connaissance quand on recule, on fait monter le cerf-volant, quand on avance, il baisse. Et on a été toujours très très surpris de voir que les gens, encore une fois, souvent les gens de terrain, pouvaient utiliser les cerfs-volants au bout de 2 fois de test. Souvent après, c'est dans le montage. Il y a certains cerfs-volants comme celui-là, qui est un modèle japonais qui s'appelle le Rokaku, qui demande des petits réglages avant, donc il faut évaluer la vitesse de vent. Le choix du cerf-volant, l'apprentissage, il se fait surtout là-dessus, plus que finalement sur la pratique. Alors parfois, ça arrive que ça soit difficile à ramener. Dans ce cas-là, c'est très bien d'être plusieurs sur le terrain pour avoir un coup de main. Et le risque de chute, parce que je vois que c'était... nous, depuis qu'on l'a utilisé, on a eu une fois un crash dans la mangrove. Le cerf-volant est parti sur la gauche. Et il a gentiment déposé la nacelle suspendue au palétuvier. Et il n'y a eu aucun dégât. Je pense que, comparé aux techniques de drone, le risque est largement inférieur. Le matériel est beaucoup moins dangereux. Et puis, il faut se positionner. Il y a un risque, mais il faut le mesurer. La distance à laquelle qu'on peut couvrir, quoi, dépend de la hauteur évidemment à laquelle on va déplacer l'engin. Mais tu dis, grosso modo, on accompagne, donc ça veut dire qu'il faut qu'au sol ou sur un bateau, il y a des photos que vous avez montrées, j'imagine qu'elles ont été prises depuis un bateau. Donc voilà, comment ça se gère? Tu suis ton cerf-volant, tu suis ton image? Oui, on peut se déplacer en fait. L'idéal, c'est de se déplacer latéralement quand il y a beaucoup de vent, mais sinon on peut reculer, avancer. L'assemblage de photos que vous avez vu au début là, du banc d'Arguin, par exemple, ça a été fait sur à peu près 1 kilomètre en marchant, simplement. Et sur le bateau, c'est idéal. C'est idéal parce qu'il y a beaucoup moins de mouvement, parce qu'on est plus libre. Et encore une fois, là, on s'est limité en photos de bateau, parce que si on nous laisse, on ne met que des photos de bateau. Mais c'est passionnant parce qu'on a navigué avec des gens qui comprennent tout de suite
Donc on l'offre, on abat, le cerf-volant tombe, remonte. Et on a fait comme ça des photos de vasières qui sont assez exceptionnelles. Et dans le saloum, on a descendu le saloum sur une petite pirogue à moteur. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que le moteur était allumé, mais ne tournait pas. Donc on a fait les photos tirées par le cerf-volant avec des images à 200 mètres d'altitude qu'on a ensuite assemblées. Voilà, c'est un peu l'aboutissement. Vous faites combien de photos quand vous faites une sortie comme ça là? Parce que, bon, j'imagine que ça peut être intéressant d'en avoir un nombre certain pour pouvoir justement faire des assemblages. En moyenne, c'est quoi? On essaye de ne pas en faire trop, parce que la tentation, c'est de déclencher tout le temps. Mais après, il faut les traiter, il faut parfois les assembler, les stocker. Donc on en fait le moins possible, je dirais jamais moins de 100 quand même. Hein. Sur un vol de 30 minutes. Ouais. Donc après, il y a 100 photos à traiter, quoi. Exactement. Après, il faut les trier. On en sélectionne seulement quelques-unes. Mais il y a un petit travail derrière d'editing. D'ailleurs, ça me fait penser à un aspect qu'on n'a pas abordé. Donc dans le projet qu'on développe en Guinée-Bissau, dès le début, on a voulu mettre en place des process pour que l'image aérienne soit exploitée depuis la conception du vol jusqu'à son exploitation finale. Donc on a également formé les gens à traiter les images avec des logiciels qui permettent de les stocker correctement, à exporter les images pour pouvoir les utiliser en interne. Et maintenant, ils ont entre leurs mains une photothèque d'images, à la fois techniques, mais aussi des photos de paysages. Voilà, c'est l'objectif de ce projet Oyode Papagayo qui est vraiment passionnant pour nous comme expérience et qui a été financé par la Fondation Mava. Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non? Moi j'en ai une dernière parce qu'en fait en gros c'est le concurrent des drones aujourd'hui, quoi. Ça peut être considéré comme ça. L'avantage que je vois, alors moi je travaille sur le golfe du Lion, donc avec un vent qui est très fort, la tramontane, et le souci qu'on a avec les drones, c'est justement que dès qu'il y a du vent, ça ne marche plus. Par contre, je ne sais pas si en termes de couverture, vous arrivez à couvrir autant qu'un drone ou pas. Voilà. Je pense que ce n'est pas vraiment en concurrence, c'est plutôt des moyens qui sont complémentaires. Parce que quand il n'y a pas de vent, on ne peut pas voler. Et quand il y a trop de vent, le drone ne peut pas voler. Après, au niveau des couvertures de surface, peut-être que le drone est plus performant. D'accord. Ce sont des outils différents. Et pour moi, la différence, elle se fait dans la possibilité d'impliquer les gens, d'en faire un outil participatif. Et ça correspond bien à la gestion des aires protégées, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Ailleurs, je ne sais pas si c'est aussi important. Ça l'est peut-être un peu moins, mais bon. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour cette superbe présentation, ces superbes photos. Et Merci. Merci. Donc je vous donne rendez-vous normalement à 13h30 pour la dernière présentation de la journée. Oui, 13h30.